Merci. Merci Claude pour ces paroles d'accueil. Alors, on a tendance à croire tout ce qu'elle nous dit, mais toujours en y mettant un grain de sel. Je tiens à remercier le sénateur Carucci, Roger Carucci, pour son accueil, Olivier Cadic, mais également tous les membres du Sénat, tous les sénateurs qui nous reçoivent en cette occasion très spéciale. C'est un excellent signe, il est très positif, très encourageant de voir que les accords d'Abraham n'appartiennent pas qu'à Israël et ses voisins ou au gouvernement américain. Vous avez l'Europe et la France en particulier qui doivent être associés à ce processus, qui devraient être associés au renforcement, au développement de cet accord historique. Et je tiens à vous applaudir le Sénat de nous recevoir aujourd'hui, mais je tiens également à saluer Elnet et ses représentants et tous ceux de l'organisation qui ont été derrière cette initiative. J'ai l'honneur et le privilège de suivre et d'accompagner votre action depuis 20 ans en Europe et j'ai pu juger par moi-même de votre engagement et je suis heureux d'être associé à votre engagement. Et puis, Natania et les centres académiques représentés par Claude, en hébreu, pour ceux qui connaissent cette langue, on dit Neshama Sol. Claude, c'est l'âme de ce centre académique, mais au-delà, il est derrière tout l'engagement de nombreuses années. Il est d'une énergie absolument inépuisable et sa créativité, son énergie sont irremplaçables et je le remercie d'avoir pris l'initiative de cette rencontre. Si vous me le permettez, je tiens également à dire deux mots sur l'histoire, parce que bien souvent, on veut parler de l'avenir, mais, et d'ailleurs, justement, cette rencontre, cet événement est tourné vers l'avenir. D'ailleurs, les accords d'Abraham eux-mêmes, évidemment, jettent les bases de l'avenir, de nos futures relations. Mais je voudrais revenir au passé. Ma toute première rencontre avec la tragédie du Moyen-Orient, c'était quand j'avais 10 ans, un gamin à Tel Aviv, qui se cachait dans un abri qui avait été conçu dans le sous-sol de mon immeuble pendant 6 jours et 6 nuits en juin 1967, lorsque la guerre des 6 jours a éclaté et qu'Israël s'est trouvé en guerre contre 3 pays arabes, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Et moi, en tant que gamin, pour moi, ce qui était sympa, c'est que j'avais pas besoin d'aller à l'école. Et il y avait tellement de gamins qui étaient avec moi dans le sous-sol. On passait des nuits sur les matelas à la belle étoile pratiquement. Mais il y avait quand même quelque chose de traumatisant dans cette expérience, évidemment, parce que nous n'avions que nos mamans, nos sœurs, les hommes étaient partis, nos frères, nos pères, avaient tous été réquisitionnés dans l'effort de guerre. Et ma propre mère, les autres mamans étaient angoissées, elles pleuraient. Alors, je ne sais pas si cela a laissé des cicatrices, des marques, enfin peut-être que quelque part dans ma psyché il y a encore des séquelles, mais c'était 6 jours de folie, 6 jours pendant lesquels je me suis retrouvé face à quelque chose que je n'avais jamais connu par le passé. Il y avait des sirènes, il y avait des bombardements de Tel Aviv. Je ne les avais pas, je n'ai pas tout vu ni entendu, mais si quelqu'un m'avait dit à l'époque, si quelqu'un m'avait dit que 10 ans plus tard, le président du pays contre lequel nous étions en guerre, le président Sadat, dont les forces aériennes étaient sur le point de bombarder Tel Aviv,
et c'est pour ça qu'il fallait nous abriter, qu'il se rendrait au Parlement israélien et qu'il déclarait de manière sincère et puissante « plus jamais de guerre, plus jamais d'effusion de sang ». Si quelqu'un m'avait dit ça, j'aurais pensé qu'il était fou allié et qu'il faudrait l'enfermer dans un asile psychiatrique. Ça aurait été absolument impensable. Et puis 6 ans plus tard, une deuxième rencontre avec, dans ma région, toujours, en 1973. Donc, je n'étais pas encore soldat. Enfin, nous étions... l'âge de la conscription approchait. On se demandait quand nous allions devoir porter les armes. Et puis voilà, 73, à nouveau, une guerre qui a commencé le jour le plus sacré du peuple juif, le Yom Kippour. Et une fois de plus, nous nous sommes rendus compte que la guerre, ce n'est pas une histoire d'héroïsme et de victoire. La guerre, c'est aussi une question de victimes, parce que en octobre 1973, nous avons dû assister aux obsèques de notre prof de gym, qui, au début de la guerre, avait été réquisitionné, c'était en plein Shabbat, et une semaine plus tard, il est mort sous le front égyptien. Il était commandant d'une unité de blindés. Et là, c'était la première fois, pour la plupart d'entre nous, que nous nous rendions à des obsèques, que nous enterrions quelqu'un que nous aimions. Et là encore, si quelqu'un m'avait dit que en l'espace de 4 ans, que moi-même, je serais à la Knesset, parce que ma propre mère était parlementaire. Et en octobre 77, lorsque le président Sadat s'est rendu à Jérusalem, au Parlement, elle a veillé à ce que je sois là. Et c'était 2 semaines après mon service militaire. Et j'étais, comme n'importe quel Israélien, absolument enchanté d'assister à cet événement inouï. C'est-à-dire que le président du pays arabe le plus puissant, qui s'exprimait non seulement devant les quelques 120 membres de la Knesset, mais des millions d'Israéliens, mais également à des dizaines de millions d'Arabes et de musulmans à travers le monde, pour veiller à ce que chacun comprenne que notre avenir ne pouvait se construire que dans la sécurité, la paix, la coopération. Et puis, j'ai eu une autre expérience malheureuse, une autre tragédie au Moyen-Orient en 1982. J'étais alors soldat dans une unité de parachutistes quand l'ambassadeur Shlomi Angov a été assassiné à Londres et la guerre de 1982 a éclaté. Et là, c'était ma première guerre, donc 51 jours au Liban, où j'ai perdu des camarades, des amis proches même, qui ont été tués dans ce conflit. Et là encore, si quelqu'un m'avait dit que 40 ans plus tard, moi-même, je me rendrais au Sénat, au Sénat français, avec des amis des pays arabes et du Moyen-Orient, pour parler de cet événement extraordinaire qu'est l'accord d'Abraham, là encore, je n'y aurais pas cru. Tout ça pour dire que l'histoire est là, mais nous devons, grâce à des dirigeants courageux, nous pouvons changer ou faire bouger l'histoire. Nous applaudissons ceux qui ont signé les accords de 77, 78 avec l'Égypte et de 94 ensuite avec la Jordanie. Le roi Hussein, Meral Begin, le président Sadat, les accords, les derniers accords datent de 1994 et effectivement nous étions un peu dans l'impasse depuis. Nous avions l'impression que, parfois, le processus était bloqué. La paix avec la Jordanie, l'Égypte avait
survécu. On a pu surmonter pas mal d'obstacles, des attentats terroristes, des opérations militaires qu'il a fallu mener à Gaza notamment et dans d'autres foyers difficiles, mais la paix était là. Pour autant, il n'était pas évident de démontrer que les peuples de Jordanie et d'Égypte avaient quelque chose à gagner de cette paix. Il n'y avait rien de tangible pour eux, rien de fructueux, de véritablement concret. Et donc, bon, on disait que les choses pouvaient évoluer, mais alors le changement est intervenu en 2020 avec cet extraordinaire mouvement où tout d'un coup, c'est une nouvelle ère de paix qui s'ouvrait avec les Émirats arabes unis, avec le Maroc, avec Bahreïn. Et là, les dirigeants qui ont pris sur eux de promouvoir ces accords, d'abord parce qu'ils voulaient s'assurer que plus jamais des gamins de 10 ans devraient s'abriter, se cacher dans des abris, ou que des jeunes gamins de 16 ans devraient accompagner des proches, des parents dans leur lieu de dernier repos, d'enterrer leurs proches. Il fallait engager toute la région dans un esprit positif pour promouvoir les vies des peuples de toute la région. Et avant même d'ailleurs que les accords ne soient signés, avant même qu'ils aient pris naissance dans l'esprit des dirigeants qui ont donné forme, moi-même, j'ai pu être le témoin d'un début de coopération dans la région parce que j'étais ministre. J'ai eu le privilège d'être le ministre de la coopération régionale de 2016 à 2020, donc pendant 4 ans. Il n'y a pas eu un jour pendant ces 4 ans où il n'a pas été question, enfin où je n'ai pas pu voir de mes propres yeux les perspectives absolument gigantesques qui existaient. Je me rappelle que nous parlions du potentiel de coopération avec les dirigeants des pays arabes voisins. Nous avions des visions extrêmement passionnantes de tout ce qui pouvait se produire. Enfin, on voyait que tout était possible. Et il y avait des Israéliens avec les Jordaniens, avec les Palestiniens, avec tous les peuples pouvaient travailler ensemble pour travailler sur des projets communs d'agriculture, d'irrigation, de commerce, de culture, de médecine, d'innovation technologique, de cybersécurité, du renseignement. Tout ce qui était possible et imaginable pouvait se faire dans le cadre d'un accord de coopération avec les voisins de la région. Et donc, on ne peut même pas dire que comme on dit, que la limite s'arrête au ciel, même dans le ciel, même dans les cieux. Nous coopérons avec les Émirats arabes sur l'espace aérien et l'espace tout court. Donc, tout ça pour dire que cette coopération n'a pas de limite. Elle n'en est qu'à son tout début. Elle n'est qu'à son état embryonnaire. Alors évidemment, il faut chérir cet accord dans ce moment encore très jeune et fragile encore. Peut-être que dans les années à venir, mes collègues, Hassan Mahanda, qui est membre de la coalition au gouvernement actuellement, et d'autres dans cette salle-là, la Knesset, comprennent fort bien que cet accord ne va pas se développer simplement en attendant que ça pousse tout seul. Il faut vraiment y mettre du nôtre. Il faut vraiment nous engager dans le développement de cette dynamique positive. Et cette rencontre aujourd'hui en est un exemple. On voit que c'est un arbre dont on a planté la graine et qui peut pousser pour devenir un arbre magnifique, mais il faut encore l'entretenir, l'arroser, le faire pousser. En tout cas, je tiens à vous remercier tous et toutes de participer à cette délibération.